Un cœur pour réparer une famille. J'ai grandi au cœur d'une famille brisée, marquée par les conflits et une distance que le temps n'a fait qu'amplifier. Pendant longtemps, j'ai cru que la seule issue était de tourner la page, de bâtir ma propre famille, loin de ce passé douloureux. Mais contre toute attente, c'est ma femme qui a vu au-delà des blessures. Là où je voyais des murs infranchissables, elle a entrevu des ponts à reconstruire. Aujourd'hui, je veux vous raconter cette histoire, celle d'une réconciliation improbable, rendue possible par l'amour, la patience et le courage d'une femme qui a cru en l'idée d'une vraie famille, même lorsque moi, je n'y croyais pas. Je m'appelle Théodore, mais tout le monde m'appelle Théo. Depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, ma famille s'est toujours résumée à mes parents, mes 2 frères et ma sœur. J'étais le plus jeune, le petit dernier. À l'école, mes camarades parlaient souvent de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs cousins ou de leurs grands-parents. Moi, je restais silencieux. Je ne savais même pas si j'avais des cousins. Pour être honnête, j'ai longtemps cru que mon père n'avait pas de famille. On n'en parlait jamais. Tout semblait effacé, comme si une partie de notre histoire avait été volontairement mise sous silence. En grandissant, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Mon père était autoritaire, souvent en colère pour des riens. Il criait plus qu'il ne parlait. Ma mère, elle, restait toujours effacée, rien ne semblait jamais la troubler. Mes 2 frères aînés et ma grande sœur formaient un trio explosif. Ils ne s'entendaient pas, ils ne faisaient que se disputer, se crier dessus, parfois même en venir aux mains. Et puis, il y avait moi au milieu de tout ça. À 10 ans, ce qui n'était jusqu'alors qu'un malaise diffus est devenu un vrai cauchemar. Ma sœur et mon frère aîné avaient pris le pouvoir à la maison. Les corvées que mes parents leur confiaient, ils nous les refilaient, à moi et à mon autre frère. Et si on osait dire non, ou mal faire les choses, les coups pleuvaient. J'étais le plus petit, donc j'étais celui qu'on frappait le plus. Je me souviens encore des coups de balai, des gifles, des insultes, de ma sœur qui me hurlait dessus pour une tâche mal faite, de mon frère qui s'amusait à me rouler dessus avec son skate pendant que je hurlais de douleur. Et lui, il riait. Mon autre frère, quand il se faisait frapper par les grands, se vengeait sur moi. J'étais devenu le défouloir de toute cette violence. Et nos parents, dans tout ça, ils ne faisaient rien. Un sermon, une remarque, puis ils retournaient à leurs occupations, comme si tout allait bien. Je grandissais dans un foyer où chacun portait sa colère comme une armure. Un foyer où l'on vivait ensemble, mais sans jamais se comprendre, sans jamais vraiment s'aimer. Et dans ce chaos, j'ai appris à me taire, à encaisser, à survivre. Parce qu'aimer, chez nous, c'était un mot trop lourd, trop absent. Je haïssais ma famille, mes frères, ma sœur, et même mes parents. Je leur en voulais de s'être si peu souciés de nous, de m'avoir laissé grandir dans une maison où l'amour n'avait vraiment pas franchi le seuil. Cette haine, je n'étais pas le seul à la porter. Mes frères et ma sœur se détestaient entre eux aussi. Alors, dès qu'ils ont pu fuir cette maison, ils ne se sont pas fait prier. Chacun a pris sa route, sans jamais se retourner. Mon père, lui, se contentait de dire que ses enfants étaient désobéissants et têtus. Il n'en attendait rien. Il ne voulait rien de nous. Des enfants comme vous, ça ne vaut pas la peine, lançait-il parfois, sans émotion, comme s'il parlait d'inconnus. Je suis resté le dernier à la maison, jusqu'à mon mariage. J'ai rencontré ma femme pendant mes études. La première fois qu'elle m'a présenté à ses parents, ils m'ont accueilli avec chaleur. Puis, naturellement, ils ont voulu en savoir plus sur ma propre famille. Mais moi, je n'avais presque rien à leur raconter. Curieux, un peu gêné de ne rien savoir, j'ai fini par interroger une connaissance qui connaissait bien mon père. C'est elle qui m'a appris que mon père avait 3 frères. 3 frères dont je n'avais jamais entendu parler. Apparemment, les tensions avaient commencé très tôt, surtout après la mort de mon grand-père. Ma grand-mère, seule face à 4 garçons, ne savait pas gérer les conflits. Pour éviter les disputes, elle prenait tour à tour le parti de l'un ou de l'autre, croyant bien faire. Mais à force de vouloir ménager tout le monde, elle n'a fait que creuser le fossé. Une fois adultes, ses fils ont fini par se tourner le dos, chacun partant de son côté, rompant tout lien. Ce soir-là, je suis allée voir mon père. Je lui ai demandé si c'était vrai que j'avais des oncles. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais vu un seul d'eux, ni même un cousin. Son visage s'est fermé. Il a répondu d'un ton sec.
Pourquoi me parles-tu de ces déchets? Ils ne font plus partie de ma vie. Quand j'étais petit, ils me frappaient sans arrêt. Je n'ai connu que la violence avec eux. Je ne veux plus rien savoir d'eux. J'ai tenté de lui parler autrement. Mais papa, peut-être que toi aussi, tu n'étais pas irréprochable. Tu as sûrement dû les frapper aussi, non? Il s'est redressé, furieux. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Puis, presque dans un élan d'orgueil ou de défi, il a ajouté. Si tu veux tout savoir, ils sont encore vivants. Et je sais exactement où ils habitent. Je lui ai répondu calmement, avec un nœud dans la gorge. Tu sais, papa, j'ai grandi en pensant que tu n'avais pas de famille. On ne connaissait rien d'eux. C'est sûrement pour ça qu'on ne s'est jamais vraiment aimé, mes frères, ma sœur et moi. Tu aurais pu nous emmener les voir. On aurait pu connaître nos cousins, avoir un autre regard sur ce qu'est une famille. Mais ses yeux se sont durcis. Tu n'as pas besoin d'eux. Ce ne sont pas eux qui t'ont élevé, ni nourri. Tu n'as besoin que de moi et de ta mère. Si tu vas les voir, ils te haïront encore plus, parce que tu es mon fils. Après ça, j'ai compris qu'il ne voulait pas que je creuse davantage. J'ai senti qu'aucune discussion ne changerait ses blessures, ni son cœur fermé. Alors, je laissai tomber. Après mon mariage avec Bianca, nous nous sommes installés dans notre propre maison. Nous avions choisi de rester dans la même ville que mes parents et que mon frère aîné. Mon autre frère, ainsi que ma sœur, vivaient dans une autre ville, chacun avec leur conjoint. Pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. Nous vivions notre début de vie à deux, doucement, simplement. Mais au bout de 3 mois, quelque chose a commencé à changer. Bianca, naturellement observatrice et sensible, a commencé à me poser des questions. Elle ne comprenait pas pourquoi ma famille restait aussi distante, pourquoi personne ne nous avait félicités en personne, ni même rendu visite. Et puis, certains de ses amis ou connaissances lui avaient glissé quelques mots, des rumeurs, des vérités peut-être, disant que ma famille avait une mauvaise réputation, une famille froide, fermée, brisée. Un soir, alors que nous dînions en silence, elle a posé la fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Théo, je n'ai jamais vu une famille comme la tienne. Vous vous ignorez, vous vous critiquez dans le dos. Même tes parents semblent détachés, comme s'ils n'aimaient pas vraiment leurs enfants. Depuis notre mariage, je ne vous ai jamais vus réunis, ni partagé un repas. Personne ne nous a invités, personne n'est passé nous voir. C'est comme si ta famille n'existait pas. » Je lui ai répondu, avec fatalisme, presque avec résignation. « Bianca, c'est comme ça chez nous. Ma famille a toujours été ainsi. L'important, c'est que toi et moi, on soit heureux. Ne pense plus à eux. Faisons juste notre vie ensemble. » Mais elle a posé sa main sur la mienne, douce et déterminée. « Théo, tu veux vraiment vivre avec toute cette haine? Tu ne veux pas, au fond de toi, essayer de changer les choses, d'apaiser les rancunes? » Je suis resté silencieux. Je n'avais jamais vraiment envisagé cette possibilité. J'avais grandi avec l'idée que l'amour familial n'était qu'un mirage. Pour moi, c'était une blessure chronique, une douleur à laquelle on s'habitue. Je lui ai alors murmuré, un peu amer. « Mais que veux-tu que je fasse? On n'est plus des enfants, on se déteste, et honnêtement, je n'ai même pas envie de leur parler. » Elle a serré ma main, plus fort. « Si tu attends que les choses changent d'elles-mêmes, Théo, elles ne changeront jamais. Quelqu'un doit faire le premier pas. Et toi, tu peux être ce quelqu'un. Je suis ta femme maintenant, et je veux t'aider. Je veux te voir entouré de ta famille et apaisé. Tu mérites mieux que cette solitude intérieure. » Elle répétait que tout pouvait s'arranger. Moi, je n'y croyais pas. « Chérie, ne perds pas ton temps. Ce que tu veux, c'est noble, mais c'est inutile. Ma famille ne changera pas. Visons notre propre paix. Oublions-les. » Elle a eu un regard triste, presque douloureux. « Théo, ça me fait mal de te voir vivre comme un orphelin, alors que tu as des frères, une sœur, des parents. Tu sais, quand je t'ai épousé, j'ai épousé aussi ton histoire. Ta famille, même bancale, fait partie de toi. Un jour, peut-être, nous aurons besoin d'eux. Et que se passera-t-il si ce jour revient, et qu'ils ne sont pas là? » Je me suis braquée. J'ai des amis. Eux au moins, je peux compter sur eux. Pas besoin de ma famille.
Elle n'a rien dit. Elle a baissé les yeux. Les jours ont passé et elle n'a plus jamais évoqué le sujet. Alors, naïvement, j'ai cru qu'elle s'était résignée, qu'elle avait accepté notre isolement, qu'elle allait faire comme moi, vivre à deux et tourner le dos à tout le reste. Mais ce que j'ignorais, c'est que Bianca, en silence, avait déjà commencé à semer des graines. Elle avait un autre plan. À chaque fois que nous organisions une sortie, un petit repas ou une soirée entre proches, Bianca y mettait tout son cœur. Elle appelait sa famille, bien sûr, mais elle n'oubliait jamais d'inviter les miens, mes frères, ma sœur, mes parents. Elle insistait même avec cette douceur obstinée qui la caractérise. Elle croyait qu'avec le temps, à force de tendresse et de patience, il finirait par accepter. Mais chaque fois, les réponses étaient les mêmes, des excuses, des désolés, on n'est pas dispo, des ça ne tombe pas bien, des silences même parfois. Moi, je voyais bien que ce n'était pas le hasard, ni l'emploi du temps qui les tenait à l'écart. C'était la rancune, le froid, le rejet viscéral qu'on s'était tous construits les uns envers les autres. Un soir, alors que Bianca refermait son téléphone après un nouvel appel infructueux, je n'ai plus pu garder ma colère. Bianca, je t'ai déjà dit que ça ne servait à rien. Tu insistes, tu espères, mais il n'y a aucun espoir. Tu ne comprends pas? Cette haine entre nous ne date pas d'hier. Elle est là depuis toujours, depuis l'enfance. On ne sait même plus pourquoi on se déteste. Mais c'est enraciné, et on n'arrive même plus à se regarder en face. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes, la voix tremblante. Alors, c'est vraiment ça, Théo? Il n'y a vraiment aucun espoir? Je suis tombée dans une famille où chacun est l'autre, au point de ne pas venir partager un repas. Même tes parents, même eux, refusent de venir. Elle s'est arrêtée un instant, puis, d'une voix brisée, elle a ajouté. Et quand nous aurons des enfants, que leur dirons-nous? Que leur famille est absente parce qu'elles se méprisent? Que leur oncle, leur tante, leurs grands-parents n'ont jamais voulu d'eux? J'ai essayé de la rassurer, maladroitement. T'en fais pas pour ça. On les aimera fort, afin qu'ils oublient ma famille. On sera leur vraie famille. S'ils ont notre amour, ils n'auront pas besoin de reste. Mais malgré mes mots, je voyais bien que son cœur n'était pas en paix. Son regard restait embué, lointain. Un jour, alors qu'elle était en congé, Bianca croisa une vieille connaissance au supermarché. Elle apprit alors, bouleversée, que mon frère aîné Fred avait eu un accident de voiture et se trouvait hospitalisé. Sans perdre une seconde, elle rentra à la maison, interrogea quelques connaissances pour savoir dans quel hôpital il se trouvait, puis se mit aussitôt au fourneau. Elle prépara quelques plats simples mais réconfortants et partit seule rendre visite à mon frère. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre à l'hôpital, elle y trouva Julia, sa femme, assise près de lui. Fred dormait encore. Bianca s'approcha doucement. « Julia, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Comment va-t-il » Surprise, Julia se leva lentement. « Bianca, comment es-tu au courant? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Bianca lui expliqua brièvement comment elle avait appris la nouvelle et lui confia que c'était moi qui lui avais demandé d'aller voir son frère, puis déposa les plats sur une petite table à côté. « C'est l'heure du déjeuner. Tu as veillé sur lui toute la matinée. Tu dois avoir faim. Viens manger un peu. » Julia resta un instant figée, étonnée par tant de sollicitude. « Mais pourquoi es-tu venue? Tu sais bien que dans cette famille, ils ne s'aiment pas. Ce sont des histoires de haine depuis l'enfance. Nous les femmes de l'extérieur, on ne peut rien y faire. » Bianca lui sourit doucement, posant une main réconfortante sur son bras. « Justement, Julia, c'est à nous, les belles-sœurs, les femmes de l'extérieur, comme tu dis, de faire en sorte de réunir la famille, de briser le cycle. Si nous faisons comme eux, alors nos enfants hériteront aussi de cette froideur. Moi, je veux qu'ils grandissent dans l'amour, pas dans le rejet. » Julia baissa les yeux, émue. « Tu sais, je suis la première à avoir épousé un des frères, mais je n'ai jamais pensé comme toi. J'ai toujours cru que je devais rester à ma place, ne pas m'en mêler, de peur que vous, les autres belles-sœurs, me détestiez, moi aussi. Dis-moi, c'est vraiment Théo qui t'a demandé de venir? » Bien sûr, il était très inquiet, mais il ne pouvait pas se libérer, mentit tendrement Bianca. Fred se réveilla peu après. Lorsqu'il vit Bianca à son chevet, il était surpris. « Bianca, qu'est-ce que tu fais là?
Elle lui sourit. Théo était très occupé, alors il m'a demandé de venir. J'ai aussi apporté de quoi vous nourrir un peu. Fred, d'abord silencieux, laissa finalement couler quelques larmes. Tu sais, ça fait 3 jours que je suis ici. Personne n'est venu. Pas un frère, pas une sœur, ni même mes parents. Rien. Je ne peux même pas leur en vouloir. Mais te voir, je ne m'y attendais pas. Merci, Bianca. Touchée, elle lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Après un moment d'hésitation, il lui avoua qu'il n'arrivait pas à manger le repas de l'hôpital et rêvait d'un potage simple, de quelques fruits frais. Bianca rentra alors à la maison, fit quelques courses, prépara un potage maison, fit rôtir un peu de viande et y ajouta quelques fruits bien choisis. Elle retourna à l'hôpital en fin de journée pour le lui remettre. Pendant ce temps, je rentrais du travail. Ne la voyant pas à la maison, j'ai trouvé un mot disant qu'elle rentrerait un peu plus tard. À 20h, elle est enfin rentrée, rayonnante mais épuisée. « Où étais-tu » lui ai-je demandé. « Je suis allée voir ton frère Fred à l'hôpital. Il a eu un grave accident. » J'étais stupéfait. Elle me rassura aussitôt qu'il allait mieux, mais en entendant qu'elle lui avait apporté un potage maison, ma colère est montée. « Bianca, pourquoi tu fais tout ça? Il a une femme, ce n'est pas ton problème. Tu sais ce qu'il me faisait quand j'étais gosse? Tu sais tout ce que j'ai subi de sa part. Qu'il soit malade ou sur le point de crever, je m'en fiche. » Mais Bianca me fit face, les yeux pleins de reproches et de tristesse. « Comment peux-tu être aussi dure? C'est ton frère, Théo. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il t'a fait du mal. Je comprends que vous ayez eu des conflits quand vous étiez enfant. Mais un jour, il faut apprendre à tourner la page. On dirait des enfants qui cherchent encore à se venger les uns les autres. Je t'ai déjà dit que même si ta famille ne sait pas faire le bien, c'est à toi de leur montrer le chemin. C'est à nous d'ouvrir les yeux de ceux qui ne connaissent pas l'amour, pas de les condamner. Tu sais, certaines personnes ne savent pas aimer simplement parce qu'elles ne l'ont jamais appris. Elles ont grandi dans la méfiance, dans le rejet. Alors comment pourraient-elles aimer autrement? Ceux qui savent aimer sont ceux qui ont grandi dans la chaleur d'un foyer uni. Elle ajouta d'un ton plus doux. Théo, tu ne sais peut-être pas ce qu'est l'amour familial, parce que tu n'en as jamais reçu. Mais moi, j'ai grandi entourée de ça. Quand un proche souffre, on se mobilise, on n'attend pas. Mon cœur ne me permet pas de rester indifférente quand je vois quelqu'un en détresse. Et puis, elle conclut, sans me laisser répondre. Tu sais ce qui a vraiment touché ton frère? Quand je lui ai dit que c'était toi qui m'avais envoyé, il en avait les larmes aux yeux. Alors ne dis plus rien. Demain, tu viendras avec moi lui rendre visite. Je n'ai rien répondu. Au fond de moi, tout se bousculait. Je n'en avais aucune envie. Les jours suivants, malgré toute la volonté de Bianca, je refusais toujours de me rendre à l'hôpital. Je n'avais ni l'envie, ni la force de voir mon frère. Pendant 2 semaines, elle alla seule lui rendre visite après son travail, apportant parfois à manger pour lui et pour Julia. Lorsque Fred fut enfin autorisé à rentrer chez lui, Julia voulut marquer le coup en organisant un repas pour célébrer son rétablissement. Un soir, en larmes, elle appela ma femme. « Bianca, j'ai promis à Fred de lui faire un repas pour fêter sa sortie, mais ce mois-ci, c'est compliqué. Avec les enfants à charge, je n'ai plus rien. Je ne sais plus à qui m'adresser. J'aurais besoin de t'emprunter 500 €, si c'est possible. » Bianca, sans la moindre hésitation, lui répondit avec douceur. « Julia, ne t'inquiète pas. Théo et moi, on n'est pas riches non plus. Mais si tu as besoin de 500 €, je peux te les prêter. Ce n'est pas ça qui va nous mettre à terre. Concentre-toi sur le repas et prends soin de Fred. » Quand elle raccrocha, je lui demandai de quoi il s'agissait. Et lorsqu'elle m'expliqua la situation, la colère me reprit. Encore une fois, je me mis à râler, à lui reprocher son application. Mais Bianca me regarda droit dans les yeux et me dit d'un ton calme mais ferme. « Théo, nous sommes un couple, et si toi, tu refuses de réfléchir, alors je me dois de l'être pour nous deux. Si tu ne sais pas aimer, alors c'est à moi d'aimer pour nous deux. Si tu n'arrives pas à dire les bons mots, c'est à moi de parler. On ne changera jamais rien
si on se contente de copier les erreurs des autres. Julia m'a ouvert son cœur, Théo. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elle voit en moi quelqu'un de bien. Et je n'ai aucun problème avec Fred. Au contraire, je m'entends même plutôt bien avec lui. C'est ton frère, ton propre frère. Tu ne serais même pas capable de lui tendre la main pour 500 €? Tu ne pourrais pas, juste une fois, faire un geste sans attendre quelque chose en retour? Le jour du repas, Bianca s'était levée aux aurores. Elle s'était entendue avec Julia pour l'aider à préparer le repas de célébration. Tandis qu'elle s'affairait en cuisine, je grognais une fois de plus, mécontent de la tournure des choses. Exaspérée, elle se tourna vers moi et dit d'un ton sec. « Théo, si c'est pour aller encore, alors ne me parle pas. Reste dans le salon et laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de ton aide, ni de tes critiques. » Lorsqu'elle eut terminé de cuisiner, elle me lança un regard ferme et déclara. « Va t'habiller, tu viens avec moi au repas. » Je refusai une nouvelle fois, mais cette fois, elle perdit patience. « Théo, tu vas venir, un point c'est tout. Et si tu refuses, alors c'est simple, je te quitte. Je ne veux pas passer ma vie avec un homme incapable d'aimer. Si tu rejettes ta propre famille, comment pourrais-tu aimer sincèrement les autres? C'est à cause de cette attitude que votre famille est brisée, pleine de silence et de rancune. Si tu veux que je reste à tes côtés, tu dois changer. Tu n'as plus le choix. » Face à son ultimatum, je me suis sentie acculée. L'idée de perdre Bianca m'était insupportable. Alors, à contre-cœur, j'ai fini par me lever. Je suis allée me changer, sans un mot, et nous sommes partis ensemble pour ce repas que je n'avais aucune envie de partager. À peine étions-nous arrivés que Fred se précipita vers moi pour me prendre dans ses bras. Les larmes aux yeux, il me dit avec émotion. « Mon frère, merci. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Bianca m'a dit que tu étais très pris, mais que tu t'étais vraiment inquiété pour moi. Et ces 500 €, sans toi, ce repas n'aurait jamais eu lieu. » C'était la première fois que j'entendais de tels mots sortir de sa bouche. Je ne sus quoi répondre, alors j'ai simplement murmuré que ce n'était pas grand-chose. Ce jour-là, chose étonnante, mes parents, mon autre frère et ma sœur étaient tous là. C'était comme si, sans l'avoir planifié, nous avions enfin réussi à réunir tout le monde, même si nous n'osions pas nous regarder ni se parler. Les jours suivants, j'ai vu ma femme se rapprocher de ma sœur et de mes belles-sœurs. Un après-midi, je l'entendis dire à mes belles-sœurs. « Nous, les femmes de l'extérieur, venons de familles unies, pleines d'amour. C'est à nous de leur montrer ce qu'est une vraie famille. Celle-ci est déchirée depuis si longtemps. Mais si nous ne faisons rien, rien ne changera. Un jour peut-être, nous aurons besoin les uns des autres. Alors, commençons par leur montrer la voie. Faisons en sorte que les enfants et les parents apprennent à se pardonner. » Peu à peu, ma femme, mes belles-sœurs et même ma propre sœur sont devenues proches. Elles organisaient des sorties, des pique-niques en famille, et nous, les frères, bien que réticents, étions régulièrement contraints de les accompagner. Au début, on évitait de se regarder, les tensions flottaient encore dans l'air. Mais à force de moments partagés, les murs ont commencé à tomber, nous avons recommencé à parler, à rire, à nous pardonner. Je me suis surpris à me sentir plus léger. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Bianca avait eu raison depuis le début. Il faut savoir pardonner. Même nos parents ont senti le changement. Un jour, alors que j'étais chez eux, mon père m'a regardé longuement avant de me dire « Théo, ta femme est une perle. Tu sais, notre famille a toujours été éparpillée, incapable de s'entendre. Mais depuis qu'elle est là, elle a tout changé. Elle nous a rassemblés, vous, mes fils, et même nous, les parents. On ressemble enfin à une vraie famille, et ça me rend tellement heureux. » Puis, il poussa un long soupir, baissa la tête et se mit à pleurer. « Quand je vois tous ces changements, je repense à mes propres frères. Pourquoi, à notre époque, personne comme ta femme ne s'est levé pour nous ouvrir les yeux? Tu sais, le mal que nous portons vient de loin, des générations avant nous, une sorte de malédiction.
Aujourd'hui, j'aimerais organiser un repas, inviter mes frères, les revoir une dernière fois, avant que mes yeux ne se ferment à jamais. C'est maintenant, dans ma vieillesse, que je réalise à quel point nous avons manqué d'amour, guidés par des parents eux-mêmes perdus. Je lui ai répondu doucement. Papa, ça fait si longtemps que vous ne parlez plus. Je ne sais pas s'ils viendront, et j'en parlerai à Bianca. Elle est la mieux placée pour ça. Il m'a souri tristement. Faites ce que vous pouvez. Si personne ne vient, alors tant pis. Ce n'est pas votre faute, mais celle de notre génération. Lorsque j'en ai parlé à Bianca, elle a esquissé un sourire et a dit simplement « C'est juste ça? Et vous êtes déjà découragé? C'est bien plus simple que tu ne crois. Demande à ton père de me donner les coordonnées de tes frères. Je vais m'en occuper. » Dans les jours qui ont suivi, Bianca s'est aussitôt mise à l'œuvre. Patiente et déterminée, elle a commencé à contacter un à un les membres de la famille de mon père. Consciente que les rancunes du passé étaient encore vives, elle a d'abord choisi d'approcher la nouvelle génération. Elle s'est liée d'amitié avec mes cousines, les écoutant, leur parlant avec sincérité. Touchées par sa bienveillance, elles ont à leur tour parlé à leurs frères, mes cousins. Peu à peu, un mouvement s'est créé. Ensemble, nous avons pris contact les uns avec les autres. Nos appels se sont multipliés, nos discussions sont devenues sérieuses. Finalement, en commun accord, nous avons décidé d'organiser un grand repas de retrouvailles. Pour l'occasion, nous avons loué une grande salle. Ce fut un moment unique. Pour la toute première fois, toute la famille de mon père était réunie. La salle était pleine à craquer. Enfants, petits-enfants, gendres, belles-sœurs. Partout des visages, des sourires, des retrouvailles. Mon père a pu enfin reparler à ses frères. Il riait, il écoutait, il se souvenait. On pouvait lire dans ses yeux une joie profonde, sincère. Ce jour-là, j'ai pris conscience de la grandeur de notre famille et de ce qu'on avait failli perdre à jamais. Depuis ce repas, tout a changé. Notre famille, autrefois dispersée, s'est rassemblée. Nous rendions visite à nos cousins. Nos cousines venaient chez nous. Mon père et ses frères, redevenus proches, allaient parfois à la pêche ensemble durant l'été, comme s'ils rattrapaient le temps perdu. Et puis, peu de temps avant son décès, dans un moment d'intimité, mon père tendit un petit écrin à ma femme. À l'intérieur, un collier en or. D'une voix tremblante, il lui murmura. « Bianca, ma belle fille, tu es comme un porte-bonheur pour notre famille. Tu n'es pas ma fille, mais tu as su nous donner ce que nous n'avions jamais connu, l'amour. Grâce à toi, j'ai enfin compris ce que c'est que d'avoir une vraie famille, et je pars le cœur apaisé. » Aujourd'hui, notre famille est plus unie que jamais. Il suffit de nous voir autour d'une table, de partager un repas ou un simple éclat de rire pour comprendre le chemin parcouru. Là où régnait jadis le silence, la colère et les non-dits, résonnent désormais des voix de la tendresse et du pardon. Tout cela, nous le devons à ma femme, Bianca. Ma femme, par sa patience, son amour, son inlassable détermination, a rallumé une lumière que nous pensions à jamais éteinte. Elle a fait ce que nul parmi nous n'avait su faire. Elle a aimé sans condition. Elle a montré qu'une seule personne, avec un cœur sincère, peut briser des murs érigés depuis des générations. Elle est devenue la pierre angulaire de cette famille réparée. J'ai compris qu'il suffit parfois d'une seule personne pour changer le destin d'une famille. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que l'on fait chaque jour, même quand tout semble perdu. Pardonner ne signifie pas oublier le mal subi, mais choisir de ne pas le transmettre. Et ceux qui ont grandi sans amour sont souvent ceux qui en ont le plus besoin. Aimer, c'est offrir une chance de guérir.